Bonjour à tous, bienvenue dans Bismart, l'émission. Ravie de vous retrouver aujourd'hui. Alors on va faire un petit zoom aujourd'hui sur le marketing d'influence, mais le marketing d'influence responsable. C'est l'ARPP, l'autorité de régulation professionnelle de la publicité, qui lance un certificat justement pour plus de transparence, pour qu'on sache en fait un petit peu quels sont les contenus qui sont soumis à des contrats commerciaux. On fera un gros point là-dessus en début d'émission. On partira à la rencontre d'une jeune entrepreneur. Et quand je dis jeune, c'est même très jeune, elle a 14 ans. Elle est en train de développer une application pour les enfants victimes de harcèlement scolaire. Elle sera sur le plateau dans quelques instants. Et puis on terminera par parler santé mentale des salariés avec le cofondateur de Mocacare. C'est Bismart l'émission, c'est parti. Et pour commencer cette émission, on va parler marketing d'influence, mais marketing d'influence responsable, en compagnie de Mohamed Mansouri. Bonjour. Bonjour Aurélie. Vous êtes directeur délégué de l'autorité de régulation professionnelle de la publicité, l'ARPP. Ce n'est pas un organisme qui est très connu du grand public. Peut-être pouvez-vous nous rappeler déjà ce que fait l'ARPP au quotidien, quel est son champ d'action? Oui, bien sûr. Alors l'ARPP, l'autorité de régulation professionnelle de la publicité, c'est une émanation de la profession publicitaire qui regroupe les marques, les agences et les médias qui, ensemble, réunis, vont définir les bonnes pratiques, les règles du jeu, les règles éthiques et vont s'engager à les respecter et vont confier à cet organisme le soin de veiller à la bonne application de ces règles avant diffusion des messages, mais aussi après diffusion de ces messages. Donc ça veut dire par exemple que quand on crée des agences, crée des publicités, vous allez à un moment dire oui c'est diffusable, non c'est pas diffusable, c'est ça. Il y a une partie en amont donc pédagogique où on va vraiment accompagner nos membres, c'est à peu près 800 entreprises adhérentes, donc je vous l'ai dit, donc toute la chaîne de valeur, marque, agence, médias, plateforme aussi, et on va les accompagner, faire clairement du conseil juridique, du conseil déontologique pour les accompagner dans cette conformité, avec une particularité pour la télévision et la VOD et le replay. C'est un passage obligatoire. Tout ce que vous verrez à la télévision, en fait, sera validé au préalable par la RPP. Mais l'ARP œuvre sur tous les médias, sur le digital, sur le marketing d'influence, on en parlera. Plus une logique de conseil, mais aussi de monitoring. Parce que toutes ces règles vaudraient bien peu de choses si on ne se donnait pas les moyens de les faire respecter. Et c'est dans ce cadre que s'inscrivent les bilans d'application des règles déontologiques, les observatoires, le monitoring, dont l'observatoire du marketing d'influence. Et ça vous arrive souvent de refuser une publicité ? Ça peut arriver. On a à peu près, alors pour la télévision, fort heureusement, il y a ce système de conseil en amont de la création, de la finalisation publicitaire. Ils vont venir nous voir à l'étape du script, du storyboard, de l'idée créative pour éviter de finaliser le spot et arriver à modifier. Donc les avis à modifier pour la télévision, c'est peu, c'est moins de 10%. Ensuite, sur les activités de monitoring, d'observatoire, on constate bien sûr des manquements, alors souvent par méconnaissance des règles. Et donc on interviendra auprès des acteurs. Et typiquement, pour l'Observatoire du marketing d'influence, l'an dernier, c'était un quart des contenus, des 30 000 contenus qui ont été analysés, qui ne révélaient pas cette intention commerciale. Voilà, c'est un défaut de transparence. Donc oui, ça arrive bien sûr, oui. Justement sur le marketing d'influence et sur les réseaux sociaux, j'imagine que les règles ne sont pas forcément les mêmes qu'en télévision. Qu'est-ce qui les différencie, par exemple ? Est-ce que, par exemple, les réseaux sociaux sont soumis à la loi E20 ? Alors, oui, ils le sont. Les règles sont souvent les mêmes. Alors, surtout la loi E20, puisque c'est une loi d'interprétation stricte, c'est une loi pénale. Et en matière pénale, tout intermédiaire, tout acteur qui aura fourni les moyens de la commission d'une infraction pourra avoir sa responsabilité retenue au titre de la complicité. D'accord. Donc, dès lors que vous fournissez les moyens matériels ou autres, eh bien, particulièrement pour une loi pénale comme la loi E20, votre responsabilité peut être retenue. Alors, bien sûr, il y a des régimes de responsabilité qui diffèrent selon que vous soyez une plateforme, un hébergeur ou un éditeur, mais cette responsabilité, on va dire, un peu limitée pour les plateformes, les hébergeurs, tend à s'aligner de plus en plus à celle des éditeurs, notamment sous l'impulsion du droit européen. Mais alors, quelles sont les règles à respecter quand on fait du marketing d'influence ? Alors, la première règle, c'est celle de la transparence. D'abord, indiquer, quand il y en a une collaboration commerciale. Alors, une collaboration commerciale, c'est quand il y a cette fameuse notion d'engagement réciproque. Si vous, influenceur, créateur de contenu, blogueur, talent, KOL, on les appelle, différentes manières de les appeler, si vous engagez à produire un contenu en échange d'une contrepartie, quelle qu'elle soit, ça peut être un paiement, mais pas forcément, ça peut être aussi un cadeau, une invitation. Des produits, exactement. Quand il y a ces engagements réciproques qui sont pris, eh bien, il y a une collaboration commerciale et celle-ci doit être révélée de manière explicite et instantanée
comme le prévoit la règle déontologique et la loi aussi, parce que ne pas le faire, Mais ça veut dire quoi de façon instantanée? C'est-à-dire que ça doit être affiché sur la vidéo, c'est en commentaire en dessous, il y a un hashtag à mettre, enfin comment ça se passe concrètement? Alors c'est un peu tout ça. C'est un peu tout ça. Alors instantané, c'est-à-dire d'emblée univoque. D'emblée, quand vous voyez le contenu, que ce soit sur Instagram ou On sur sait YouTube, tout de suite c'est de la on sait tout de suite, on n'a pas à attendre la fin de la vidéo, on n'a pas à regarder dans les hashtags ou les mots dièses en français, qu'il y a un hashtag collaboration noyé au milieu des autres hashtags. On va vérifier aussi que c'est explicite. Typiquement, le hashtag ad, peut-être que ça vous parle, ça nous parle. Ouais, ça veut dire pub en anglais. Pub en anglais, mais pour le consommateur dit d'attention moyenne, ça veut pas dire grand-chose. Donc il faut vraiment utiliser des termes clairs et accessibles à tous. Alors pour ça, il y a les fonctionnalités des plateformes. Sur YouTube, vous allez avoir la petite fonctionnalité inclut une communication commerciale en début de vidéo, qui va apparaître entre 5 et 10 secondes. Sur Instagram, vous aurez partenariat rémunéré qui apparaît. Sur TikTok, il y a aussi des fonctionnalités qui sont prévues. Donc nous, on recommande l'usage de ces fonctionnalités parce qu'elles permettent de rendre d'emblée univoque, clair, explicite, qu'il y a un partenariat avec une marque. Les plateformes, alors si je vous entends bien, elles sont plutôt proactives, elles vous aident dans cette course à la transparence, entre guillemets? Oui, parce qu'elles sont, pour certaines d'entre elles, membres d'un comité de suivi, qui est le comité de suivi de l'Observatoire, de l'affluence responsable. Je vous parlais de la règle tout à l'heure, donc qui a été adoptée en 2017. Très vite, c'est manifesté le besoin de mesurer si les bonnes pratiques, si les bonnes pratiques étaient respectées. Et la profession a décidé de lancer cet observatoire. Donc, avoir une approche un peu techno et pour pouvoir récupérer des contenus de manière massive, en fait, voir si les pratiques de marketing d'influence étaient respectées. Et cet observatoire, il est piloté par un comité de suivi dont font partie, par exemple, Google, TikTok, Amazon. Ils sont aux côtés des marques, aux côtés des agences, spécialisés ou non dans le marketing d'influence, et d'autres fournisseurs de technologies qui opèrent la mise en relation marque et influenceurs à grande échelle. Et ensemble, ils vont définir un cadre, mais aussi des actions concrètes pour améliorer les bonnes pratiques. On a parlé de la transparence, mais il y a plein d'autres règles. On parlait de la loi E20, par exemple. Il y a des règles applicables, des règles sectorielles applicables aux jeux d'argent, aux produits financiers, aux produits cosmétiques. Aux produits cosmétiques aussi? Ah oui, bien sûr. Par exemple, vous ne pouvez pas alléguer des bénéfices santé sur des produits cosmétiques. D'accord, ah oui, effectivement. Ouais. Parce que les produits cosmétiques, vous voulez, ils répondent à une définition légale qui est très claire, et donc c'est vraiment une action superficielle sur l'apparence de la peau, corriger l'odeur corporelle, tout ça. Mais vous ne pouvez pas alléguer, par exemple, un traitement sur l'acné ou autre, par exemple. Ça relève du domaine du médicament. C'est la pharmacie. Absolument. Ah ouais, d'accord, ok. Tout à fait. Donc produits cosmétiques, et puis d'autres règles transversales aussi qui font un peu société aujourd'hui, comme la lutte contre le greenwashing. Donc on a une recommandation de développement durable qui vise justement à apporter plus de loyauté dans les allégations environnementales quand elles sont utilisées, pas présenter des comportements qui soient préjudiciables à l'environnement, des véhicules sur des espaces naturels. Voilà, mais pour revenir à l'allégation environnementale, par exemple, il n'existe pas de produits manufacturés qui protègent les océans ou protègent les coraux. Ça n'existe pas. Non, c'est du greenwashing. Mais quand on enfreint alors l'une de ces règles, parce que vous disiez tout à l'heure, un influenceur sur 4, par exemple, n'est pas transparent avec sa collaboration commerciale. Qu'est-ce qu'il encourt en fait? Alors la finalité première de cet observatoire, c'est d'abord la pédagogie. Ce qu'on a constaté l'an dernier sur ces 30 000 contenus, c'est un quart, toute catégorie d'influenceurs confondus, ne présentaient pas cette intention commerciale. Mais quand on allait chez les petits influenceurs de moins de 10 000 abonnés, ce taux de manquement montait à 43%. Mais est-ce qu'ils ne connaissent pas les règles? C'est ça. C'est un des enseignements que le groupe en a tiré, c'est qu'il y a un enjeu pédagogique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un peu n'importe qui peut être producteur de contenu et être influenceur. C'est exactement ça. Et elle n'a pas forcément conscience de s'exposer, d'être soumis à des règles légales, des règles déontologiques. Oui, ça peut être juste de bonne foi, en fait. Absolument. Et donc, l'objectif premier, c'est la pédagogie qu'on a pu adresser par le lancement d'un certificat, le certificat de l'influence responsable, dont l'objectif premier est justement de faire la pédagogie de ces règles, du cadre légal déontologique à des influenceurs qui, parfois, ne maîtrisent pas du tout, ne connaissent pas du tout ces normes et la complexité de ces normes. On vit dans un pays où on complexifie de plus en plus, on adopte de plus en plus de lois, de nouvelles mentions légales qui viennent s'ajouter dans la publicité, se cumuler. Et donc, le cadre est complexe, il est critique et on se doit d'en faire la pédagogie auprès des professionnels, de futurs professionnels ou de créateurs de contenu qui ont besoin de se professionnaliser. Chez les gros influenceurs de plus d'1 million d'abonnés, la transparence, elle baisse à 12%.
versus 40% pour les moins de 10 000. Ça ne veut pas dire que chez ces gros influenceurs, il n'y a pas d'autres problèmes en lien avec le produit, en lien avec... mais voilà, donc il y a un enjeu pédagogique qui est aujourd'hui une des réponses apportées par la profession, c'est le certificat. Et comment on l'obtient, ce certificat? Alors, le certificat de l'influence responsable, donc on l'a lancé en septembre dernier, c'est le suivi d'abord d'un parcours d'e-learning qui dure à peu près 2 heures, à l'occasion duquel l'influenceur, le créateur de contenu, va être exposé à... Alors, on mise beaucoup sur la pédagogie par les do's, les don'ts, les exemples, à faire, à ne pas faire, donc les règles transversales dont on a parlé. D'abord, une checklist. Chez l'influenceur, il va d'abord vérifier est-ce que le produit peut faire de la publicité. Il y a des produits qui sont interdits de publicité, les cigarettes électroniques, l'alcool, il y a des produits réglementés. Alors l'alcool, c'est pas interdit, mais c'est strictement réglementé. Donc voilà, donc il check ça. Il y a d'autres points à vérifier, par exemple le RCS, les mentions légales du site, de l'annonceur, tout ça, parce qu'il y a eu pas mal d'arnaques autour du dropshipping. Voilà, une fois qu'ils ont checké toute cette liste-là, la règle de la transparence dont on a parlé, puis les autres règles transversales, de lutte contre le greenwashing, de lutte contre les stéréotypes sexistes, de protection des enfants, des mineurs. Protection des mineurs Absolument. aussi. Hyper important. Le statut de l'enfant influenceur qui a été clarifié aussi. Est-ce qu'il y a un statut de l'enfant influenceur? Aujourd'hui, oui, tout à fait. Alors, on avait le statut de l'enfant mannequin, qui était encadré par la loi et qui a été donc étendu aux enfants influenceurs qui, dorénavant, devront... déjà, leur rémunération, elle sera bloquée dans un compte séquestre, à la Caisse des dépôts et des consignations, jusqu'à leur majorité. S'il y a une relation de travail, dans ce cas-là, il faut une autorisation de la préfecture, mais dans tous les cas, ce sera une déclaration auprès de la préfecture. Il y aura des horaires qui doivent être fixés par décret à respecter pour que l'enfant puisse se développer normalement en parallèle de cette activité. En parallèle, absolument. Donc voilà, il y a un cadre qui a été clarifié par la loi dite Studer, du nom de son député, qui l'a porté en 2020. D'accord. Donc on enseigne tout ça aux influenceurs, mais le vrai challenge dans le cadre de ce certificat, c'était vraiment de rendre la règle assez accessible. Les influenceurs ne sont pas des juristes, donc il faut la simplifier et avec beaucoup d'exemples, donc les do's and don'ts. Et ensuite, il voit des règles sectorielles. Alors les règles applicables au jeu d'argent, les règles applicables à l'alcool, les règles applicables aux produits cosmétiques, au CBD. Figurez-vous qu'on a de plus en plus de demandes de conseils sur le secteur du CBD. Qui est en pleine expansion aussi. Absolument. Et donc voilà, une fois qu'ils ont passé tout ce parcours-là, s'ils le sentent, ils passent un examen, ils doivent obtenir 75% de bonnes réponses. Et donc, s'ils l'obtiennent, ils décrochent ce certificat. À la fois, donc, il leur permet de connaître les règles de base, mais aussi de se différencier auprès de leurs audiences pour les protéger, mais aussi auprès des marques. Parce que les marques, pour elles, il y a aussi un enjeu de responsabilité, on le voit, légal et déontologique aussi, parce qu'il y a un jury de déontologie publicitaire qui traite des plaintes des consommateurs associés à l'ARP. Mais il y a aussi un enjeu de brand safety pour les marques. Il y a eu quelques dérives d'influenceurs. Un influenceur, ça reste un individu avec ses forces, ses faiblesses. Et donc, voilà. Et qui n'est pas contrôlé par les marques. Et qui n'est pas toujours contrôlé. On est souvent dans une logique de co-création. L'influenceur est très attaché à sa liberté de ton, à sa liberté, à son style humoristique ou un autre style, mais ce qui fera qu'une marque s'adossera justement à ce style pour viser une audience particulière. Et donc, il y a ce risque-là de brand safety. Et donc, de plus en plus de marques exigent que les influenceurs aient obtenu le certificat de l'influence responsable pour collaborer avec eux. Et du coup, là, vous l'avez lancé en septembre. C'est ça. Combien de personnes aujourd'hui disposent de ce label, ont validé leur test là? Alors aujourd'hui, on est à un peu plus de 70 profils qui ont obtenu le certificat, tout type confondu. On peut avoir des gros profils de plusieurs millions d'abonnés à des tout petits profils qui souhaitent se professionnaliser, grandir. Donc la liste est publique, elle est sur notre site. Et c'est une liste qui ne cesse de s'accroître et qui accélère. Parce que justement, des marques s'engagent justement dans cette... Et les agences aussi, beaucoup, s'engagent dans cette action pour une influence responsable. C'est vraiment l'affaire de tous. Donc tout le monde avance de manière synchronisée. Et ça existe dans d'autres pays où on est un peu les premiers sur ce type de choses? Alors c'est marrant que vous posiez la question. On est pionniers là-dessus, Cocorico. Ouais. En revanche, chaque pays européen, d'ailleurs dans le monde, a son propre ARPP, qu'on appelle le SRO, Self-Regulatory Organization. Et on est fédéré au sein d'un organisme qui s'appelle l'EASA. Et on a lancé un groupe de travail sur la manière dont on peut s'adosser sur des technos pour favoriser une communication commerciale éthique et responsable. Et l'Observatoire, s'appuyant sur des technologies très avancées,
parce qu'on a co-élaboré des algorithmes avec des fournisseurs de technologies, que ce soit Reach ou Tracker, dont le métier est le marketing d'influence, eh bien, on a plutôt... bon, on inspire déjà, tant mieux, et surtout, en fait, on a lancé donc cette task force, et d'autres pays sont en train d'emboîter le pas sur à la fois des logiques d'observatoire et de certificats, sachant qu'il y a aussi une demande en France des responsables d'influence internationaux, les Head of Influence IMIA par exemple, qui vont demander à ce qu'il y ait un certificat qui soit déployé à l'échelle européenne, justement, pour des opérations européennes, pan-européennes. J'ai discuté il n'y a pas très longtemps, il y a quelques mois, avec le patron, le fondateur de Jelly Smack, qui s'occupe de développer justement le business d'influenceurs et de les dupliquer d'une plateforme à l'autre. Et il me disait, je ne voudrais pas dire de bêtises, mais je crois que c'est quelque chose comme 3 quarts des Américains de moins de 25 ans qui veulent être demain créateurs de contenu. Oui. Alors moi, ce chiffre me laisse d'abord sans voix. Et ensuite, je me dis, mais comment est-ce qu'un institut comme le vôtre va pouvoir vérifier autant de contenu? C'est quasiment ingérable, en fait. C'est un vrai défi, et c'est un défi technologique. On a commencé à le faire, pas forcément sur l'observatoire de l'influence, mais déjà sur le display. De plus en plus, on s'adosse à des technologies avancées, de machine learning, de détection automatique de ce qu'on appelle les suspicions de manquement, des hypothèses de manquement dans l'image et dans le texte. Et pour cela, les technos peuvent nous y aider. Il y a des technologies dites de computer vision qui analysent les objets dans une vidéo, dans une image. On a les technologies qui mobilisent le traitement naturel du langage, NLP, qui vont analyser le texte automatiquement. Et c'est ce qu'on fait, par exemple, dans le cas de l'influence responsable, où on va nous faire remonter automatiquement des contenus dans lesquels on aura un wording très spécifique pour lequel il y a fort à parier qu'il y a une collaboration commerciale. Par exemple, j'ai été invité par nom de la marque, merci à nom de la marque, l'usage des fonctionnalités, bien sûr, mais pas que. Donc, l'enjeu, il est clairement techno pour pouvoir gagner en efficacité, en efficience, éviter les trous dans la raquette, agir plus promptement, parce que tout va très vite, les canaux se démultipliant, les formats se démultipliant. Eh bien, c'est avec l'aide de nos membres et aussi des plateformes. On travaille beaucoup avec Google là-dessus, à l'échelle européenne, sur la manière dont on peut s'adosser à des technologies existantes, soit des modèles d'intelligence artificielle qu'on va réadapter selon nos besoins, ce qu'on appelle, pardonnez-moi du transfer learning. Donc clairement, en fait, c'est des algos qui ont été entraînés sur des contenus et qu'on va réentraîner sur des besoins spécifiques. Par exemple, détecter un véhicule sur un espace naturel automatiquement. Ce sont des choses qui sont interdites dorénavant. Détecter un verre d'alcool. Pour la loi E20, en télévision, par exemple, c'est interdit. Détecter des tailles de mention légale. Détecter des objets dans la vidéo. Et donc, c'est tout l'objet de ce qui nous occupe aujourd'hui, en tout cas, c'est s'appuyer, enfin, c'est la notion, enfin, on a appelé ça la tech for good, en fait. Donc, c'est vraiment la technologie au service de l'éthique pour gagner en efficacité. Vous avez justement consacré une thèse aux opportunités qu'offre l'IA en matière de régulation de contenu publicitaire. Mais si j'entends bien ce que vous me dites, c'est vrai que l'IA va d'abord faire un premier tri, mais in fine, il faudra toujours des humains derrière. On se rappelle de YouTube ou de Facebook qui avaient dû rappeler des humains parce que la modération par machine, ça ne suffisait pas. On est un peu là-dedans aussi. Évidemment. Et surtout pour des professions juridiques, là où pour le coup, on l'a vu, je pense, de notre vivant, et on ne verra pas d'algorithme aujourd'hui qui soit capable de reproduire un raisonnement juridique, ce qu'on appelle le syllogisme, par exemple, appliquer une règle à une situation et en tirer une conclusion. Vraiment, non. Aujourd'hui, l'IA permet de faire des choses très basiques, de premier niveau, mais déjà de se défaire des tâches à faible valeur ajoutée qui nous prennent énormément de temps. Et avec l'observatoire, par exemple, du digital, où on s'est adossé donc à des technologies avancées, on a gagné un tiers du temps, ne serait-ce que pour aller naviguer et récupérer le contenu. Donc on a des technologies dites de crawling, encore une fois un anglicisme, je suis vraiment désolé, mais voilà, pour récupérer les contenus. Et ensuite, ces algos qui vont faire un premier tri de suspicion de manquement nous permettent de gagner un tiers du temps, ce qui est pour nous considérable. Et on espère aller plus loin encore dans les mois et années à venir. Merci beaucoup Mohamed Mansouri. Je rappelle que vous êtes directeur délégué de l'ARPP.
Alors maintenant, je vais vous proposer de découvrir un profil tout à fait inhabituel puisque mon invitée a 14 ans. Elle est scolarisée en 4e au collège de Montrouge, lauréate 2022 du prix Margaret dans la catégorie Junior Europe, un concours organisé par la Journée de la femme digitale. Bonjour Alia Semet. Bonjour. Alors Alia, tu es fondatrice d'une appli qui s'appelle KidShare, qui est consacrée au harcèlement scolaire. Moi, je voulais savoir comment, quand on a ton âge, on en vient à penser qu'il faut développer une application contre le harcèlement scolaire. Alors perso, j'ai pas l'idée, je sais pas comment je suis arrivée là, mais en tout cas, je sais que j'ai commencé en CE2, en CE2, je me suis fait harceler par des camarades de classe. Et en juillet 2019, mon frère il a voulu participer au summer camp à la station F parce qu'il aime bien un peu ce monde-là. Et ma mère, elle a voulu que je le fasse avec lui. Mais moi, comme je venais de sortir de mon harcèlement, j'étais pas trop encore. Je me suis pas in the mood, quoi. Voilà. Ouais. et pour me donner l'envie d'y aller, elle m'a parlé de la pizzeria qui avait à côté, parce qu'elle sait très bien que j'adore les pizzas. Et au début, j'ai été juste pour les pizzas, et après, j'ai adoré l'expérience et aussi la pizzeria. Qu'est-ce qui t'a plu alors à Station F? J'ai bien aimé l'ambiance, parce que c'était des startups, et j'aime beaucoup l'ambiance de travail, la technologie et tout. J'adore. Mais tu es hyper jeune pour avoir ce genre de discours. Comment tu t'intéresses à la technologie? Mon premier pas qui m'a lancé dedans, c'est vraiment le summer camp à la station F. Vraiment. Et du coup, KidShare, donc c'est quoi l'objectif et comment tu le développes aujourd'hui? Alors l'objectif déjà, c'est de redonner confiance aux victimes. Donc mon application, elle est composée de 2 parties. La première partie, c'est les témoignages de personnalités qui ont vécu le harcèlement pour redonner confiance aux victimes, pour leur montrer qu'on peut quand même réussir même si on a vécu le harcèlement. Et la deuxième partie, c'est la partie réalité virtuelle. Donc c'est des mini-scénettes créées grâce à la réalité virtuelle où les témoins et les agresseurs pourront se mettre dans la peau d'une victime pour leur montrer que c'est pas trop... c'est pas un comportement acceptable. Voilà, c'est pas... Ouais. Et comment est-ce que tu développes ça? Parce que toute seule, à 14 ans, c'est difficile de créer une application. Alors déjà, il y a mon équipe familiale qui m'aide beaucoup sur l'organisation. Et aussi, il y a beaucoup d'associations qui m'aident. Par exemple, il y a la Relève du futur qui m'aide beaucoup. Chaque mardi, on travaille sur le code de l'application. Et aussi, il y a l'école Tumo, Stemet, il y a plein d'autres associations. Et donc, du coup, tu apprends le code? Ah oui, depuis petite, j'apprends le code avec mon frère et ma mère. Et ta mère aussi, elle apprend le code? Oui. Elle va se lancer dans le domaine de l'informatique. Donc, en fait, c'est vraiment une aventure familiale pour toi? Oui, voilà, vraiment. Et comment est-ce que te voient tes petits camarades à l'école quand tu leur en parles? Quand tu leur dis, je suis en train de développer une application? Alors, j'en parle pas du tout à mes camarades. J'ai pas envie qu'ils pensent que je me la raconte, mais vraiment, j'en parle pas du tout. Quelques professeurs, mais sinon, j'en parle pas beaucoup avec mes camarades de classe. Alors, aujourd'hui, où est-ce qu'elle en est, ton application? Alors là, je suis sur la partie code. Et la prochaine étape, ce serait la partie réalité virtuelle et la partie financement, qui sont les 2 parties les plus compliquées. C'est ça? Où est-ce que tu vas aller chercher les financements? Je sais pas pour l'instant. Tu sais pas du tout? Non. Tu vas te faire accompagner, tu vas peut-être faire du crowdfunding. Ouais. Et tu as plusieurs associations qui t'aident? Oui. Ça, c'est hyper important aussi de ne pas se sentir tout seul quand on est face à un projet comme ça. Ah oui, beaucoup, ça m'aide beaucoup. Et au cas où j'ai besoin, ils sont là pour moi et ça m'aide beaucoup. Et comment tu es allée les chercher, ces associations? En général, j'ai participé à leur atelier. Et après, je leur ai demandé d'être partenaires et ils ont plutôt vu ça avec bienveillance. Ouais. Quand tu as gagné ce prix-là, le prix Margaret, quelle a été ta réaction du coup? Alors, j'étais choquée parce que je ne croyais pas du tout gagner ce prix. Et j'étais vraiment heureuse de pouvoir montrer à toutes les filles que tout est possible et qu'il faut croire en soi. Tu parles des filles, il y a un vrai sujet, il n'y a pas beaucoup de femmes dans la tech. Tu sais, ici, on a une émission qui s'appelle Smart Tech et franchement, c'est un peu la galère d'aller chercher des femmes parfois pour venir sur le plateau. Tu penses que ton exemple peut encourager d'autres petites filles ou d'autres adolescentes, parce que tu n'es plus vraiment une petite fille, à prendre ce type de voie? En tout cas, c'est ça ce que j'essaye de faire. En tout cas, c'est mon premier but. Comment est-ce que tu vois l'évolution de ton projet ensuite? Tu t'imagines que chaque enfant dans 5 ou 10 ans aura cette appli dans son téléphone? En tout cas, j'espère, même s'il y a une personne qui l'utilise, en tout cas,
mon but, c'est vraiment d'aider au moins une personne. Et si ça peut aider le max de personnes, je serais vraiment contente. Et qu'est-ce que tu aimerais faire plus tard comme métier? J'aimerais me lancer soit dans l'architecture, soit dans soit dans l'architecture ou soit dans l'informatique. Ah oui, c'est deux mondes qui ne sont pas tout à fait pareils, quoi qu'on peut utiliser l'informatique dans l'architecture. Voilà. Tu te vois comme entrepreneur aujourd'hui? Ou tu te vois davantage comme une adolescente qui fait une appli? Je me vois pas entrepreneur. Je pense que je le suis déjà. Je vous ai pas raconté l'histoire de l'entreprise qu'on a créée avec mes frères et sœurs. C'est quoi cette histoire d'entreprise que tu as créée avec tes frères et sœurs? En CE1, j'avais un problème avec la notion de la monnaie. Et ma mère, pour m'aider, elle a voulu, elle a créé une entreprise dans mon quartier pour vendre des glaces, des pop-corn, des pommes d'amour. Et elle m'a mis trésorière. Et depuis ce jour-là, j'ai adoré l'expérience d'avoir une entreprise. Et c'était une vraie entreprise? Oui. Vous vendiez vraiment des pommes d'amour et des glaces? Oui. Mais c'est super, mais si tous les parents pouvaient faire ça, j'imagine que ce serait génial. Enfin, moi, j'avoue, je n'ai pas créé d'entreprise pour mes enfants pour leur apprendre à gérer la monnaie. En fait, je vais passer pour une mère indigne. C'est super d'avoir autant d'engagement de la part de tes parents. Ah oui, c'est vraiment super et ça nous aide beaucoup, en tout cas avec mes frères et sœurs. Bon, et merci beaucoup d'être venue nous voir. Alia Sémiet, fondatrice de KidShare. Merci. Et je suis maintenant avec Pierre-Étienne Bidon, bonjour. Bonjour. Cofondateur et co-CEO de Mocha Care. On va parler avec vous d'améliorer la santé mentale des salariés. D'abord, moi, je voudrais savoir, parce que vous êtes lancé quand même avant Covid, donc comment est-ce que vous en êtes venu à vous intéresser à cette problématique de la santé mentale des salariés? Effectivement, on s'est lancé en janvier 2020, donc quelques mois avant le Covid. On avait une conviction très forte sur un sujet qui était, on va dire, mis de côté ou assez invisible dans les entreprises, qui était le sujet de la santé mentale. On en parlait assez peu parce que c'était un sujet tabou. Et la principale énorme conviction qu'on avait, c'est que, par exemple, dans le monde du sport, c'était quelque chose de tout à fait normal. Pourquoi pas dans le monde de l'entreprise? Et on pensait, en fait, et on pense toujours que les plus belles réussites naissent dans des esprits sereins. Et c'est pour ça qu'on s'est lancé sur ce sujet-là, alors même qu'il n'était pas aussi important qu'aujourd'hui. Donc vous vous lancez en 2020 avec une solution qui propose quoi en fait? À l'époque, la solution était extrêmement simple. Elle proposait en 3 clics à chacun des salariés d'une entreprise qu'on accompagne de rencontrer un psychologue ou un coach de façon extrêmement personnalisée. Et ça, en fait, c'est ce qu'on appelle l'alliance thérapeutique en psychologie, c'est de se dire dans quelle mesure j'ai confiance dans le praticien qui m'accompagne. Métaphore qu'on utilise souvent, c'est, je ne sais pas si vous cassez le genou, en fait, ok, vous aurez un plâtre, ça se verra. Pour la santé mentale, c'est pas aussi facile faire la différence entre psychologue, psychiatre, praticien, psychothérapeute, il y a énormément d'approches. Et donc ça, c'était la première fonctionnalité. Maintenant, on a développé toute une palette d'outils de prévention, notamment par des contenus et des programmes digitaux, et aussi d'accompagnement côté RH pour gérer des situations de crise, pour les accompagner à comprendre et mesurer les thématiques qui posent question dans leur entreprise. Mais c'est du distanciel ou du présentiel? Alors, il y a les deux. On a une application digitale, justement, qui est accessible à tous les salariés de l'entreprise. Mais la grosse force de Mocha, c'est de mettre, en fait, ce que nous, on aime bien dire, en fait, la technologie au service de l'humain et pas l'inverse, pour créer, en fait, une croissance saine. Et c'est-à-dire qu'on accompagne les équipes RH avec des vraies personnes qui sont à la fois soit en présentiel dans l'entreprise, soit en distanciel. Mais je vais pousser un peu, mais quelle est la différence entre vous et un Doctolib? Par exemple, je peux très bien prendre un rendez-vous si j'ai un souci sur Doctolib. Vous pouvez prendre rendez-vous, mais il y aura plein de barrières. La première barrière, c'est de se dire comment je trouve le bon praticien pour moi. Demain, aujourd'hui, si jamais vous cliquez psychologue sur Google, vous allez regarder les étoiles, par exemple. Sur Doctolib, pareil, vous allez trouver la personne qui est le plus proche de chez vous. Mais en fait, en psychologie, aujourd'hui, il y a plus d'une dizaine d'approches qui sont reconnues par l'OMS. Et savoir laquelle est la bonne pour vous en fonction de la thématique. Par exemple, je ne sais pas, vous avez une situation de stress, vous avez des difficultés à dormir, problèmes personnels, de couple ou liés à la famille, ça ne va pas du tout être les mêmes approches qu'on va utiliser. Par exemple, on fait la différence entre la TCC, le MDR, les approches d'orientation psychanalytique, et on va vous guider vers la bonne approche. La deuxième barrière, c'est une barrière plus psychologique, c'est le cas de le dire, c'est comment je franchis le cap pour me dire, oui, en fait, j'ai besoin ou j'ai envie de consulter. Et donc, nous, on aide les collaborateurs à comprendre leur propre santé mentale avec justement des articles, des podcasts, pour mieux comprendre ce que c'est, par exemple, le syndrome de l'imposteur, la gestion des émotions, etc. Et donc, vous franchissez beaucoup plus le cap. Aujourd'hui, on a à peu près 40% d'utilisation dans les entreprises qu'on accompagne.
Donc ça veut dire que c'est les entreprises qui payent votre solution et qui la mettent en gros à disposition de leurs salariés, c'est ça? Exactement. Après, en fait, quand vous dites paye, le but c'est de financer le premier pas. Parce qu'on n'en a pas parlé, mais la barrière financière est aussi réelle. Aujourd'hui, une session de psychologie à Paris, ça coûte entre 75 et 80 euros en fonction des praticiens. Il y a encore beaucoup de clichés sur la psychologie, donc les gens se disent ok, est-ce que je vais financer 10 sessions, à peu près 800 euros du coup, sans vraiment savoir si je vais avoir de résultats? Souvent la réponse est non. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on propose aux entreprises de financer seulement le premier pas, c'est-à-dire quelques sessions, entre 2 et 6 en fonction des entreprises qu'on accompagne. Et le but, c'est de montrer aux collaborateurs quelle est la valeur que ça leur apporte, et après ils peuvent continuer par leurs propres moyens. On ne prend aucune commission sur les sessions additionnelles. Mais c'est vrai que je suis d'accord avec vous et on le voit partout aujourd'hui. Il y a un vrai sujet de santé mentale des entreprises et la pandémie a décuplé ce problème. 80% des salariés ont exprimé avoir ressenti un problème de santé mentale. C'est une enquête de Doctolib. 2,5 millions de salariés déclarés en burn-out sévère, c'est empreinte humaine. 76% des salariés considèrent que leur employeur est responsable de la santé mentale de ses équipes. Là, c'est un sondage Psychodon. Là où je m'interroge, moi, c'est que effectivement, je considère que l'employeur peut être responsable de la santé mentale de ses équipes. Mais dans ces cas-là, c'est probablement parce qu'il y a un problème d'organisation interne, c'est-à-dire une surcharge de travail ou un manager toxique, par exemple. Et là, effectivement, je comprends que ce soit à lui, en fait, de réparer les dégâts, mais il faut s'attaquer plutôt à la source du problème que régler le problème a posteriori. Vous voyez ce que je veux dire? C'est une très bonne remarque, et effectivement, il y a plusieurs éléments de réponse là-dessus. Le premier, c'est dans notre approche, on n'agit pas seulement en aval, mais aussi en amont, dans la prévention, dans l'éducation, dans la formation et dans la sensibilisation, pour aider justement à réduire ces comportements de management toxique, ces risques de burn-out, etc. La deuxième élément de réponse, c'est, dans votre phrase, vous disiez, c'est lié uniquement au sujet professionnel. Mais je veux dire, parce que, alors, non. Je vais aller jusqu'au bout de mon raisonnement. C'est-à-dire que l'autre partie des problèmes de santé mentale, s'il ne vient pas à soit des problèmes d'organisation interne de l'entreprise, c'est qu'elle vient de problèmes personnels. Et dans ces cas-là, qu'est-ce qui oblige l'entreprise à les prendre en charge? Vous voyez, c'est là où moi, je ne suis pas très à l'aise avec le truc. Alors, obligé, déjà, rien du tout. Il n'y a rien qui oblige une entreprise. C'est juste qu'elle a un intérêt à le faire. Et je vais vous dire pourquoi. En fait, c'est très simple. On n'est pas quelqu'un de 9h à 18h quand on est au boulot et quelqu'un de 18h à 9h le lendemain. Et donc, tout ce qui va être de la sphère personnelle va nous impacter au boulot. Mettons que j'ai un problème de couple ou j'ai un problème familial, nécessairement, ça ne va pas s'arrêter le jour où je vais passer la porte du bureau, où je vais me mettre sur Zoom quand je commence en télétravail le matin. Ça va continuer. Et ça, c'est un phénomène qui a été encore accru par le phénomène de travail hybride, où il n'y a plus du tout de rupture entre la vie personnelle et la vie professionnelle. Et donc, les deux sont extrêmement mélangés. Et c'est pour ça que l'entreprise a intérêt réellement à agir sur ce sujet. Aujourd'hui, quelque chose qu'on mesure, par exemple, c'est qu'une personne sur 3 qui vient chez Moka nous a dit que grâce à Moka, elle a évité un burn-out. Donc, c'est un impact qui est assez énorme. Et elle a intérêt aussi à agir sur ce sujet parce qu'elle ne peut pas, comme vous le dites, je pense, le faire directement. Si demain, j'ai mon ou ma RH qui vient me voir en me disant « Mais comment ça va ton couple ?» Extrêmement bizarre. J'ingère dans la vie personnelle de mes salariés. Par contre, si jamais j'ai un acteur externe comme Moka qui est entièrement confidentiel, c'est-à-dire que personne n'a accès à qui utilise Moka ou pas, là, on peut trouver des solutions en tant qu'entreprise sans ingérer dans la vie personnelle. Et comment vous travaillez alors avec les entreprises? Parce que si vous dites personne n'a accès à qui vient utiliser les services ou pas, à un moment, les entreprises, elles doivent être quand même comptables et elles doivent vous demander au moins un taux d'utilisation. C'est vrai qu'on mesure énormément notre impact sur 3 dimensions. La première dimension, c'est l'attractivité. La deuxième dimension, c'est l'engagement. Et la troisième, c'est la rétention. C'est en gros les 3 indices de mesure qui sont extrêmement importants pour les RH. Derrière, la confidentialité, on la respecte entièrement au niveau individuel et les seules informations qu'on va transmettre, c'est des informations totalement agrégées et anonymes. C'est-à-dire, on sera capable de dire au RH, dans une entreprise de 2000 personnes, il y a 650 personnes qui ont un compte Moka. Sur ces 650 personnes, voici X personnes qui utilisent le contenu de façon régulière. D'ailleurs, en pourcentage, c'est plus un contenu sur la parentalité ou sur la gestion du stress qui est utilisé. Et troisième indice de mesure, il y a 550 sessions qui ont été effectuées sur les 6 derniers mois. Donc c'est des informations comme ça qu'on peut partager, mais il n'y aura aucune possibilité de remonter au niveau individuel. Sur cette partie prévention dont vous parlez, les podcasts, les articles, finalement, ce sont des choses qu'on peut aussi retrouver ailleurs. Quelle est votre plus-value à vous là-dessus et dans quelle mesure est-ce que les RH s'emparent ensuite de ce contenu-là ? En fait, la grosse plus-value, c'est que tout cet aspect contenu, effectivement, vous pouvez le trouver partout. Aujourd'hui, il y a 10 000 applications de santé mentale qui existent en Europe.
dans ces 10 000 applications, 99% sont gratuits. Donc c'est vrai que les applications de vidéo, de méditation, etc., tout ça, on peut le trouver gratuitement et le mettre à disposition de ses salariés. La grosse valeur de Moka, c'est d'intégrer dans un tout, en fait, une partie de contenu qui va être juste un premier pas, qui va permettre à un collaborateur ou à une collaboratrice de franchir ce premier pas. Mais derrière, la grosse valeur de Moka, elle réside dans l'accompagnement humain, et dans l'accompagnement humain à la fois du collaborateur et des équipes RH. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que les équipes RH sont ultra confrontées à des thématiques très dures à gérer et qu'elles ont besoin d'un accompagnement, et c'est pas en regardant un contenu ou une vidéo qu'on va résoudre ça. Justement, comment vous les accompagnez concrètement, les RH? On les accompagne, en fait, on a une équipe interne d'experts de la psychologie et des RH. Par exemple, on a des DRH qui sont salariés chez nous et qui sont aussi psychologues, qui comprennent en fait quels sont les agendas et les objectifs RH, et en même temps qui sont experts des enjeux de psychologie, pour vraiment s'intégrer dans tous ces enjeux et comprendre vraiment les problématiques du DRH et l'accompagner. On a aussi des psychologues qui sont salariés chez Moka. Donc je vais donner des cas concrets. Par exemple, si demain un DRH a un entretien de fin d'année qui se passe pas bien et une personne se met à pleurer, ben en fait, il peut juste décrocher son téléphone, téléphoner à quelqu'un de Moka pour savoir comment il aurait pu mieux agir, réagir. Si pendant la période du Covid, les DRH faisaient par exemple 10 entretiens par jour, ça leur générait une charge mentale de fou. Et comment nous, on peut les accompagner grâce à ces psychologues salariés. Vous avez fait récemment un nouveau tour de table avec une levée de fonds de 15 millions d'euros. Dans ce tour de table, justement, vous avez commencé par parler des sportifs. C'est là où c'est intéressant parce qu'on retrouve Antoine Griezmann et le fonds d'investissement de Blaise Matuidi, Antoine Dupont. Ça veut dire que c'est quand même cette profession-là, aujourd'hui, la profession sportive dans sa globalité, qui a le plus conscience de ces enjeux et que finalement, les métiers plus classiques, entre guillemets, sont un peu à la traîne. Alors, c'était pas tellement une question de métier, c'était beaucoup plus une question de comment on fait pour véhiculer une image extrêmement positive de la santé mentale. C'est vraiment notre vision depuis le départ, c'est d'arrêter de dire la santé mentale, c'est une maladie, c'est quand je vais mal que j'en prends soin, mais au contraire, comme la santé physique, c'est quelque chose dont on prend soin quotidiennement. Et pour nous, ces sportifs-là, qui honnêtement nous ont fait rêver toute notre jeunesse et encore maintenant, étaient l'illustration même de ça. C'est-à-dire qu'on les attendait au plus haut niveau de performance. Ils sont constamment exposés aux médias, à toujours devoir gagner. Et pourtant, c'est des gens qui prennent soin quotidiennement de leur santé mentale et qui l'expriment très librement. Et c'est ce message-là qu'on voulait faire passer. Encore une fois, je le répète, c'est les plus belles réussites naissent dans des esprits sereins. C'est quelque chose qu'on dit tout le temps chez Moka. Et pour nous, c'était l'incarnation de ce message-là. Cet argent-là que vous avez levé, ça va vous permettre d'accélérer à l'international. Quelles sont vos ambitions là ? Aujourd'hui, on réalise à peu près 80% de notre activité en France et 20% à l'étranger. On accompagne par exemple plusieurs filiales d'entreprises françaises au UK, en Allemagne, en Italie, en Espagne et dans d'autres pays dans le monde. Donc l'idée en fait, c'est d'avoir une proposition de valeur pour les DRH qui leur permettent d'accompagner de la même manière et avec beaucoup d'équité l'ensemble de leurs équipes partout dans le monde. Et effectivement, ça nécessite du financement parce qu'on a une logique qui est d'avoir des praticiens sur place parce qu'on accorde énormément d'importance à la culture. Et donc, avoir aujourd'hui des équipes de praticiens à Londres, à Munich, à Berlin, à Madrid, c'est vrai qu'on va le développer encore de façon plus importante. La deuxième, c'est énormément travailler sur notre produit, notamment pour renforcer l'interactivité entre les personnes qu'on accompagne et le produit aujourd'hui Moka. Et la troisième partie, c'est comme beaucoup de levées de fonds, de faire grandir notre équipe pour encore professionnaliser notre approche auprès des équipes RH. Merci beaucoup Pierre-Étienne Bidon. Je rappelle que vous êtes cofondateur et co-CEO de Moka Care. Merci d'avoir été avec nous. Bismart, l'émission c'est terminé pour aujourd'hui. Bien sûr, on se retrouve vendredi prochain et puis lundi, vous avez rendez-vous avec Stéphane Soumier. D'ici là, vous pouvez évidemment nous retrouver en podcast, en replay, également sur le site de Bismart. À très bientôt.